La steppe mongole se déploie comme un linceul blanc infini où des vents hurlants projettent de la neige sèche et poudreuse directement sur votre visage à moins 45 degrés Celsius. Votre souffle ne disparaît pas simplement, il se cristallise instantanément en éclats blancs qui s'accrochent à vos cheveux et à votre peau. Au cœur de cette tempête, un nomade a moins d'une heure pour monter un abri. Avant que son corps ne gèle complètement devant eux, il n'y a pas une seule colline ou forêt pour offrir une protection, mais au milieu de ce paysage. Dépourvu de refuge naturel, un cercle de bois et de laine commence à s'élever. Ce n'est pas une tente, c'est une machine de survie calibrée par 3000 ans de catastrophes. La yourte, nous allons découvrir les secrets de cette forteresse mobile, une merveille d'ingénierie qui permet aux humains de créer une chaleur tropicale. Au cœur même d'un désert gelé, le premier défi de la steppe n'est pas la température, mais la pression sur un plateau ouvert sans arbres pour briser le flux. Les vents sibériens accélèrent sans limite, créant des flux laminaires qui exercent une force massive sur toute structure. Un bâtiment rectangulaire standard deviendrait victime de sa propre conception. Le vent frappant un mur plat crée une haute pression d'un côté et un vide dangereux de l'autre, générant une portance qui peut arracher un toit. En ingénierie moderne, nous appelons cela l'effet Bernoulli, le même principe qui permet à un avion de voler, mais pour une habitation stationnaire. La portance est l'ennemi. Une maison carrée essaie essentiellement de prendre son envol dans une tempête mongole, mais la structure nomade est un cylindre. Des tests aérodynamiques modernes montrent qu'une forme circulaire réduit le coefficient de Rayleigh de 30% par rapport aux structures carrées. Le vent ne frappe pas la yourte, il la contourne. Le toit conique à profil bas dirige la pression du vent vers le bas plutôt que de créer une portance. Plus le vent est fort, plus la structure s'accroche fermement à la terre. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conception évolutive. Sur le pergélisol, l'assemblage commence. Du bois de saule souple est déchargé du dos des chameaux. Les nomades commencent à étendre le canat. Le système de miron treillis, le claquement du bois contre le bois résonne à travers la tempête. Ce treillis est un chef-d'œuvre de répartition des charges. Une fois déployées, les lattes de bois créent des dizaines d'ouvertures en forme de losange. C'est pas décoratif, c'est la géométrie de la répartition des contraintes. Lorsque de la neige lourde s'accumule sur le toit, le poids est transmis verticalement à travers le treillis jusqu'au sol, sans concentrer la pression en un seul point. Pensez-y comme un pantographe préhistorique en répartissant la charge sur des centaines de joints d'intersection. La cana peut supporter une charge de neige, plusieurs fois son propre poids. Si vous essayez de construire cela avec des planches rigides et des clous, le bois se briserait sous la pression inégale. Regardez les mains nues des nomades alors qu'ils vérifient les joints. Pas un seul coup en fer n'est utilisé à moins 50 degrés. Le métal devient cassant et se brise sous la contrainte en raison de la transition ductile-fragile. De plus, le fer agit comme un pont thermique, conduisant la précieuse chaleur vers l'extérieur et invitant le froid mortel à l'intérieur. Au lieu de cela, ils utilisent de l'eau au dire, des bandes de peau de chameau brutes qui sont nouées lorsqu'elles sont humides. Au fur et à mesure que la peau sèche, elle se contracte avec une force immense, créant un lien plus serré que n'importe quel nœud, tout en restant élastique. Lorsque la yourte tremble dans un blizzard, ses joints en cuir absorbent l'énergie cinétique, permettant à la structure de danser avec le vent plutôt que de se briser. Cette élasticité est la plus grande défense de la yourte. Alors qu'un mur de briques résiste à la force jusqu'à ce qu'il se fissure, le squelette de la yourte cède juste assez pour dissiper l'énergie du vent, convertissant une rafale destructrice en une vibration inoffensive. Le moment le plus spectaculaire est l'élévation du tonneau, l'anneau central en bois lourd. Des poteaux verticaux sont dressés pour soutenir cette couronne, où tous les chevrons de toit unis convergent. L'assemblage des chevrons unis exige une précision absolue. Chaque poteau de saule, courbé à la vapeur selon une courbe spécifique, doit être inséré dans les mortaises du tonneau et attaché au sommet du kona. Une fois le dernier chevron uni fixé, le système de dôme à compression est officiellement activé. La gravité devient alors une colle invisible. Pour empêcher la poussée vers l'extérieur d'aplatir les murs, les nomades utilisent des cordes de coche, tressées à partir de crins de cheval, qui encerclent le périmètre supérieur des murs. Le crin de cheval ne s'étire pas lorsqu'il est mouillé et est incroyablement résilient sous la lumière UV. C'est une boucle de rétroaction physique ingénieuse. Plus la neige est lourde sur le toit, plus la poussée vers l'extérieur est forte, ce qui augmente la tension dans les cordes de coche, resserrant davantage les murs en treillis. La structure se renforce automatiquement, dans les conditions mêmes destinées à la détruire. La structure tient, mais elle n'offre aucune chaleur. Pour affronter moins 50 degrés, le nomade a besoin d'un matériau
isolant, qui surpasse n'importe quelle fibre synthétique moderne. Il s'agit du feutre de laine de mouton Sgyu. Le processus de fabrication du feutre est un voyage ardu, commençant au printemps par la tonte. Les fibres de laine, encore recouvertes de lanoline naturelle, un agent liant crucial, sont étalées sur le sol et humidifiées avec de l'eau ou du lactosérum fermenté. Cette laine est ensuite étroitement enroulée autour d'une grande poutre en bois appelée le feutre-mère pour compresser des millions de fibres de laine en un tissu unifié. Ce rouleau est attelé derrière un cheval au galop sur 15 km à travers la steppe accidentée. La chaleur de friction et l'impact mécanique constant forcent les écailles microscopiques des fibres de laine à s'imbriquer. Cela crée un tapis de feutre de 5 cm d'épaisseur, si dense qu'il ne peut être déchiré. Les nomades drapent plusieurs couches de ce feutre sur la structure en bois, les pièces les plus épaisses étant réservées au mur nord, le côté qui subit le plus fort du vent. Mais le véritable secret du feutre réside dans un phénomène miraculeux. Phénomène thermodynamique. L'absorption de chaleur à l'intérieur de la yourte. La respiration humaine et la vapeur du thé bouillant créent de l'humidité. La laine est hydrophile. Elle a une puissante capacité à absorber l'humidité. Lorsque les molécules d'eau pénètrent le feutre sec, elles forment des liaisons hydrogènes avec les acides aminés de la laine. Ce processus de liaison chimique libère de l'énergie sous forme de chaleur. La recherche montre qu'un kilogramme de laine sèche peut libérer environ 100 watts d'énergie thermique. Sur plusieurs heures, cela signifie qu'à la tombée de la nuit, la température extérieure chute et l'humidité intérieure augmente. Les murs en feutre déclenchent automatiquement une réaction chimique pour rayonner de la chaleur, contrairement à la fibre de verre ou à la mousse moderne qui emprisonne l'humidité et gèle en une carapace de glace. Le feutre respire. Il permet à l'humidité de traverser le mur et de la sublimer sur la surface extérieure, maintenant ainsi l'isolation sèche et efficace. Même pendant des blizzards prolongés, si vous utilisiez une tente moderne en nylon dans ces conditions, votre souffle gèlerait en une couche de givre au plafond, en quelques minutes, finissant par vous tomber dessus sous forme de glace. Les murs en laine de la yourte agissent comme une énorme batterie thermique autorégulatrice. Le cœur qui génère cette chaleur se trouve au centre géométrique, le poêle en fonte. Les nomades utilisent l'argol, de la bouse de vache séchée pour un allumage rapide, et le kurgan, de la bouse de mouton compressée pour une chaleur durable. Ces blocs de kurgan ont une densité énergétique comparable à celle du lignite, brûlant lentement et émettant une chaleur constante. Une chaleur radiante toute la nuit. Parce que la yourte est un dôme sans coin, l'air chaud du poêle ne reste pas piégé au plafond. Il monte, frappe le dôme, puis s'enroule et descend le long de la courbe des murs jusqu'au sol avant d'être aspiré de nouveau dans le poêle. C'est un système de convection naturel parfait, garantissant qu'il n'y a pas de coin froid où l'air stagnant pourrait geler. Au sommet, le tunnel agit comme une cheminée. Le nomade ajuste l'urque, la couverture de toit en feutre, avec une corde en crin de cheval pour gérer le flux d'air. Cette vanne manuelle thermique est un chef-d'œuvre de survie. Ouvrez-la trop et vous gardez de la chaleur, fermez-la trop et vous risquez une intoxication au monoxyde de carbone. Une fois le feu rugissant, l'intérieur de la yourte devient un univers miniature avec des lois strictes. La porte est toujours orientée au sud, une décision technique pour protéger l'entrée des vents du nord dominants. Mais cela transforme aussi toute la structure en un gigantesque cadran solaire. Les nomades n'ont pas besoin d'horloge mécanique, car le soleil se déplace dans le ciel de la steppe. Le faisceau de lumière, traversant le tonneau, se déplace le long des murs intérieurs en treillis à une vitesse prévisible. Il divise la journée en 12 heures, selon le zodiaque. Quand la lumière frappe le mur ouest, c'est l'heure du serpent, de 9 heures à 11 heures du matin, le moment de la traite. Quand elle atteint le centre, c'est l'heure du cheval midi. La maison ne fait pas que protéger le corps, elle synchronise le travail de la famille avec le rythme du système solaire. Socialement, l'espace est organisé selon une hiérarchie stricte pour prévenir les conflits pendant les mois de confinement dus au blizzard. La zone opposée à la porte est le Kohimor, l'espace le plus sacré, abritant l'hôtel familial. C'est l'endroit le plus chaud, le plus éloigné des courants d'air, réservé aux anciens et aux invités. L'ouest est le domaine masculin, avec les selles et l'équipement de chasse. L'est est le monde féminin, avec les ustensiles de cuisine et les berceaux. Au centre se trouve le dieu du feu, Galgalan. Ces règles ne sont pas de simples superstitions, elles sont les protocoles d'un système de survie. Le feu est la vie, s'il s'éteint, la yourte n'est qu'une boîte de feutre froide attendant le gel. Cette discipline est la seule arme contre le zud, les différentes formes de la mort dans la steppe. Il y a le zud blanc, où la neige ensevelit le monde, menaçant d'écraser le toit et d'étouffer les occupants. Il y a le zud de fer, où un bref dégel transforme le sol en une couche de glace dure comme l'acier,
affamant le bétail. Dans les miers du Zout froid, les nomades réalisent une incroyable adaptation biologique. Ils passent au régime rouge, consommant plus de 4000 calories par jour. Digérer de grandes quantités de protéines et de graisse de mouton et d'huile de cheval déclenche une thermogénèse induite par l'alimentation. Leurs corps agissent comme un second four, brûlant de l'énergie pour empêcher leur sang de geler. Ils portent le dil, une longue robe serrée par une ceinture de soie pour créer une poche d'air scellée autour du torse, protégeant le cœur et les poumons. Cette poche d'air est chauffée par le corps et agit comme un réservoir de chaleur. Chaque élément, du chemin du soleil aux calories de leur thé, s'intègre dans un système de défense multicouche. Quand la tempête se calme enfin, un silence si extrême qu'il semble lourd descend sur la steppe. Le nomade pousse la porte, mais ne bouge pas. Un mur de neige du Zout blanc a scellé la sortie. Ils doivent pousser de leurs épaules contre le bois pour percer. De l'extérieur, la yourte ressemble à un champignon blanc géant s'élevant du vide. La forteresse a tenu bon, pas une seule latte de saule n'est cassée. Mais la caractéristique la plus raffinée de la yourte n'est pas sa robustesse, c'est la philosophie de la non-permanence. Dans un monde moderne, nous construisons avec du béton et de l'acier, espérant l'éternité. Dans la steppe, l'éternité est un piège mortel. Quand les ressources disparaissent, une maison fixe devient une tombe. Le nomade comprend que la survie réside dans la capacité à lâcher prise. En 30 à 60 minutes, toute cette forteresse peut être démontée. Les murs de la yourte sont pliés, les chevrons sont regroupés et les lourds tapis de feutre sont roulés. Toute la maison repose maintenant sur le dos de 2 chameaux. C'est un exploit logistique. Le poids d'une yourte est précisément calculé pour être transportable par des animaux, mais suffisamment lourd pour résister au vent. Cette mobilité permet aux nomades de se déplacer vers l'énergie plutôt que de forcer la nature à servir un lieu statique. Cette stratégie non permanente est en fait la forme ultime de durabilité. En déplaçant leur maison, ils évitent le surpâturage et permettent au sol de se régénérer. Quand les nomades partent, la seule chose qu'ils laissent derrière eux est un cercle d'herbe aplati qui disparaîtra au printemps suivant. Si la yourte est la forteresse extérieure, le corps du nomade est le poêle intérieur. Pour survivre, ils ont développé un système de biocarburants et un mode de vie basé sur la thermodynamique du corps. La première clé est le régime rouge. Alors que le monde moderne craint la graisse, pour le nomade, la graisse est la vie. Le bort, viande de bœuf ou de chameau séchée, est un miracle de conservation alimentaire. Accroché dans le feutre tout l'hiver, l'air sec aspire l'humidité mais laisse tous les nutriments intacts. Une poignée de bort en poudre peut se transformer en un repas riche en protéines, fournissant suffisamment d'énergie à un homme pour travailler dehors toute la journée par moins 40 degrés. Considérez-le comme la nourriture originale des astronautes. Il est léger, riche en calories et ne nécessite aucune réfrigération, mais le véritable symbole de chaleur est le thé au lait salé Sutaisai. Ce n'est pas une boisson, c'est une solution électrolytique et énergétique préparée avec du thé noir, du lait frais, du beurre et du sel. Elle maintient le corps hydraté dans l'air aride de la steppe. Tandis que la matière grasse du beurre fournit une couche protectrice aux cellules contre la perte de chaleur. Chaque gorgée est un apport calculé d'énergie dans la circulation sanguine. Même leur sommeil est une tactique de rétention de chaleur. Ils ne dorment pas sur des lits hauts et séparés. Au lieu de cela, la famille dort sur des tapis de feutre, étalés directement sur le sol autour du poêle central. Cela maximise le transfert de chaleur rayonnante du sol, qui a été chauffé par le poêle toute la journée, tout en utilisant la chaleur corporelle partagée de la famille. Pendant les nuits les plus extrêmes, ils peuvent même faire entrer les plus jeunes agneaux ou chèvres à l'intérieur de la yourte pour partager leur chaleur, créant un cercle symbiotique de survie. Enfin, il y a le gouta, la botte traditionnelle avec son bout relevé. Elle crée une poche d'air stagnant devant les orteils. La physique nous dit que l'air immobile est le meilleur isolant. Cet espace empêche la conduction directe du froid de l'environnement vers les orteils, la zone la plus sujette à la nécrose. Leur mode de vie est fait de discipline absolue, de la collecte du fumier à la gestion de leur respiration pour ne pas geler leurs poumons. Chaque action est calculée pour minimiser la perte d'énergie. Ils ne combattent pas le froid, ils le gèrent. Ils deviennent partie intégrante du flux d'énergie de la steppe, prenant de l'herbe par le bétail, du bétail par le feu et la nourriture, et enfin, maintenant, la flamme de la vie humaine brillante dans un océan gelé. Tandis que la yourte protège le corps, la bataille la plus brutale dans la steppe se livre dans l'esprit pendant 6 mois de l'année. Le monde extérieur est un vide monochrome de blanc et de gris. La lumière du soleil est un luxe rare, et pendant des jours entiers, les seuls sons sont le sifflement du vent et le crépitement du poêle.
c'est la survie psychologique du nomade pour combattre la privation sensorielle de l'hiver. L'intérieur de la yourte est un festival de couleurs. Les chevrons en bois sont peints d'un orange ou d'un rouge vif, symbolisant la vie du soleil. Les tapis de sol en feutre sont brodés de motifs complexes, bleu et doré. Ce n'est pas seulement de l'art, c'est une nécessité neurologique. Dans un monde de blanc, ces couleurs procurent la stimulation visuelle, nécessaire pour prévenir la claustrophobie et la dépression saisonnière. L'hygiène dans un espace partagé par les humains et le jeune bétail est un autre défi d'ingénierie. L'eau est trop précieuse pour être gaspillée pour le bain, car chaque goutte doit être fondue à partir de la neige en utilisant un combustible précieux. Au lieu de cela, les nomades utilisent la fumée du poêle et les propriétés naturelles de la laine. La fumée contient des phénols et d'autres composés qui agissent comme de légers désinfectants, tandis que la lanoline de la laine repousse naturellement la saleté et les bactéries. Ils ont appris à vivre en symbiose avec leur environnement, ou même l'odeur de l'équipement, un mélange de fumée de bois, de lait et de laine, est un signal sensoriel de sécurité et de chaleur. Quand le printemps arrive enfin et que les premières pousses vertes